Chers collègues, nous allons reprendre nos travaux de la journée avec cette troisième table ronde qui réunit différentes obédiences maçonniques. En disant qu'après cette table ronde qui est consacrée à la commission spéciale, les rapporteurs feront les auditions rapporteurs. Donc je remercie les 4 délégations qui ont accepté d'y prendre part. Et j'accueille donc la Fédération française du droit humain représentée par monsieur Sylvain Zegni, grand maître national et président du Conseil national, et par madame Martine Bézas, responsable de la commission éthique et bioéthique. La Grande Loge de France avec monsieur Michel Hanoun, représentant du grand maître. La Grande Loge féminine de France, pour qui s'exprimeront madame Catherine Lyotet, grande maîtresse, et Frédéric Moati, présidente de la commission nationale éthique et bioéthique. Et enfin, le Grand Orient de France, représenté par son grand maître Guillaume Trichard, qui va nous rejoindre, je crois, si l'avion le permet, ou monsieur Mallarmé, grand maître adjoint. Mesdames, Messieurs, vous aurez chacun l'occasion de vous exprimer pour environ 10 minutes pour chaque loge. Et ensuite, les rapporteurs vous poseront des questions auxquelles vous pourrez répondre. Et ensuite, chacun des parlementaires présents vous poseront aussi des questions. S'ils le souhaitent, nous devrons arrêter cette audition à 16h25. Alors, c'est toujours compliqué de savoir qui va commencer. Je vous propose que ce soit la Fédération française du droit humain qui démarre, parce que c'est la première que j'ai citée, tout simplement. N'y voyez là aucune intention de ma part. Madame la ministre, messieurs et mesdames les rapporteurs et messieurs, mesdames les députés, le droit humain cultive depuis son origine la mixité, et on peut dire les mixités, et s'enrichit de ces différences de position. Il enrichit et construit ainsi la réflexion de ses membres, et en l'occurrence, aujourd'hui, il ne s'agit pas de trancher sur le fond sur la question morale, mais simplement de participer à la mise en œuvre la meilleure possible d'une aide à mourir, la meilleure possible, la plus humaine et la plus respectueuse pour tous. Les lois françaises se sont adaptées aux besoins de la société, aux avancées de la science. Elles sont enviées et elles sont copiées. Elles sont de qualité, tout à fait adaptées à la majorité de la population. Pourtant, elles sont insuffisamment appliquées par manque d'information, de formation, de moyens, mais aussi certainement du fait du temps nécessaire à toute évolution. Reste à ce jour, d'une part, la nécessité de faire connaître et comprendre, je dirais même pour certains, d'apprivoiser la loi Claeys-Leonetti pour qu'elle puisse être appliquée sur tout le territoire de façon harmonieuse et égale. D'autre part, la nécessité de permettre l'accès aux soins palliatifs pour tous sur l'ensemble du territoire, outre-mer inclus. À cet endroit, nous tenons à souligner l'importance du travail si particulier réalisé par les soins palliatifs. Il est à reconnaître, valoriser. Il s'agit pour ces équipes soignantes pluridisciplinaires d'écouter, de prendre soin au plus près de l'intime et de réduire ainsi le différentiel entre la personne malade et sa famille. Cela demande expertise et agilité permanente de l'action soignante pour être au plus près du besoin singulier. Enfin, reste la nécessité d'écouter les besoins au-delà de ceux prévus par la loi actuelle. Et pour nous, au droit humain, participer à cette réflexion de la société est essentiel. Participer, cela nécessite du temps, de l'humain, permet de ressentir des tensions éthiques et cela questionne. Qu'est-ce que soigner? Qu'est-ce que le soin? Faut-il légaliser le fait de donner la mort? Dans quelles conditions? Qui est le prescripteur de la personne ou du médecin? Je te passe la parole. Madame la Présidente, je n'ai pas l'habitude. Depuis 2014, la commission éthique et bioéthique a réfléchi sur les questions de la fin de vie. Elle s'est régulièrement prononcée pour une exception d'euthanasie. Mais aujourd'hui, il s'agit de travailler sur le projet de loi. C'est dommage, mais je ne m'attarderai pas sur les points positifs, comme la prudence prise et la prise de recul par rapport aux mineurs, ni sur les soins d'accompagnement, qui pourront débuter dès l'annonce du diagnostic, et c'est vraiment un point très positif. Je n'insisterai pas non plus sur les financements, les moyens, ni la nécessité d'évaluation
Nous savons tous l'inégalité entre nos territoires et avons à cœur de les réduire. L'étude de ce projet de loi sur un sujet éminemment éthique, au sens où il nous questionne tous sur comment ne pas nuire, écouter, soulager, nous amène à quelques remarques. Donc pour ce texte complexe et controversé, il conviendra d'utiliser des termes clairs, explicites, de les définir au mieux et d'être attentif à éclairer pour diminuer les ambiguïtés. Le traitement, dans le même texte de loi, de soins palliatifs et de l'aide à mourir, n'est-il pas source de confusion? Le passage de palliatif à accompagnement, s'il est plus doux, moins inquiétant, ne risque-t-il pas de masquer un manque, des insuffisances, de rendre une évaluation plus difficile? Dans l'article 5, la gradation est-elle suffisamment et clairement exposée? Les implications, tant au niveau de la loi que des personnes, ne sont pas les mêmes face à un suicide médicalement assisté ou une euthanasie. Un positionnement engagé et éclairé de la société ne peut être envisagé que si les termes employés sont explicites. Dans le texte, présentant une gradation qui va du suicide à l'euthanasie, sans dire le nom, on lit « autoriser l'aide à mourir ». Et on peut se questionner. Le suicide n'est pas interdit. Il s'agit donc peut-être plutôt de dépénalisation pour ceux qui assistent et ne préviennent pas. Non-assistance à personne en danger pour les assistants, de dépénalisation pour les professionnels ou pas qui fournissent le produit, assurent la mise en place et injectent. Cette dépénalisation, dans ce cadre précis, est tant de l'ordre de l'exception. Je passerai ensuite aux maisons d'accompagnement. Elles répondent à un besoin réel. Elles permettront du répit pour les aidants. Elles éviteront la solitude. Mais nous souhaitons évoquer d'autres points. Du fait du reste à charge financier, n'y a-t-il pas un risque d'inégalité qui, de plus, peut aboutir à un conflit d'intérêts pour les mutuelles, à la fois assureurs et rembourseurs? Pour éviter des dérives et favoriser les liens, nous souhaitons aussi qu'elles soient rattachées à un établissement sanitaire public et non à une structure à but lucratif. Enfin, il faudra favoriser le décloisonnement, favoriser les échanges entre le domicile et les autres systèmes de soins, créer des tissages de liens multidisciplinaires et éviter la dérive vers une maison à mourir et donc aussi une trop grande banalisation. Il nous semble opportun, dans un souci d'égalité et d'équité, peut-être d'aborder certaines notions. Et pour ça, je vais le faire à partir de deux exemples. On va commencer par le premier. Imaginons deux personnes. L'une a une sclérose latérale amyotrophique, l'autre un accident vasculaire cérébral du sujet âgé qui a entraîné une hémiplégie. L'un a une atteinte évolutive, l'autre une atteinte fixée. Pour leur assurer le même traitement, nous proposons de modifier la formulation de l'article 6.3 et d'introduire la notion d'affection évolutive ou fixée, grave et incurable, engageant le pronostic vital à court et moyen terme. En effet, ce n'est pas uniquement le processus physiopathologique, mais aussi les séquelles fixées qui sont inacceptables. Et seule la personne malade ou diminuée dans son autonomie est en mesure de juger de ce qui est acceptable pour elle en termes de souffrance. C'est donc bien l'autonomie et la volonté de la personne qui doivent prévaloir. L'autonomie décisionnelle relève de processus complexes qui sont à prendre en compte. Il est dit qu'il faudra être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, et pour cela, être autonome sur le plan décisionnel. Donc, si cette autonomie fait défaut, la volonté ne peut s'exprimer dans l'instant, mais pourrait être recherchée dans les directives anticipées de la loi Claes-Leonetti. Ici, dans le projet de loi, elles sont peu valorisées et même invalidées. Ces dernières, donc les directives anticipées, pourraient être utilisées et intervenir comme outil de compensation.
Mon deuxième exemple peut-être vous éclairera. Imaginons deux personnes du même âge, même sexe, atteintes d'une tumeur cérébrale, de même pronostic grave et évolutive, ayant fait des directives anticipées. Pour l'une, l'atteinte est à droite, elle parle et peut exprimer ses souhaits. Pour l'autre, l'atteinte est à gauche, elle ne parle pas. Ne faudrait-il pas, dans un tel cas, pouvoir consulter les directives anticipées? Sachant que la vie a pu changer, il faudra rechercher par tous les moyens, tous les modes, en s'adaptant aux capacités et incapacités de la personne. Il faudra rechercher les modes d'expression de la volonté, même les plus rudimentaires. À ce niveau, c'est souligner l'utilité d'une équipe pluridisciplinaire. Pour remédier à ce questionnement, nous proposons d'aller d'une certaine manière un peu plus loin. Nous proposons la création d'un mandat de directive anticipée terminale développé à l'instar du mandat de protection future. Je peux dire que dans notre annexe, il y a à la fois les propositions d'amendement sur le plan de la création et sur le plan de la procédure. J'en arrive à l'article 8, qui recèle à nos yeux quelques incohérences, insuffisances. En fait, je dirais plutôt qu'il pourrait être amélioré. Comment le médecin aura-t-il les moyens de vérifier les conditions d'état civil, de lieu de résidence visées à l'article 6 et que ces attestations soient opposables? Comment pourra-t-il s'assurer que la personne sous protection juridique l'a bien informé de ce statut-là? Un peu plus loin, il est dit « Les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement ». Or, la maladie psychiatrique n'est pas la seule à altérer le discernement. Et toutes les maladies psychiatriques, même sévères, n'altèrent pas le discernement. Même si cette notion de discernement est obscure et peut être un petit peu floue, nous proposons au moins d'enlever psychiatrique dans l'article 8. Enfin, concernant les avis fondant le contradictoire, il ne nous semble pas conforme à l'injonction d'indépendance que requiert la gravité de l'acte d'aide à mourir, tant en termes de nombre d'interlocuteurs médicaux ou paramédicaux que dans le choix même de ces interlocuteurs. Je peux préciser avec des exemples, mais je vais d'emblée aller à notre proposition. Régler la double insuffisance du contradictoire a priori et du contradictoire a posteriori par l'intervention d'une instance éthique locale. Une consultation d'éthique dépendant de l'hôpital local le plus proche pourrait incarner l'organe régulateur a priori en garantissant l'indépendance, la pluridisciplinarité, tout en pouvant rencontrer le patient, et ce dans l'intervalle évoqué dans la loi, 15 jours. Ainsi, dans le cadre de l'examen de la demande d'aide à mourir, un collège technique et éthique pourrait être réuni et cela nous garantirait peut-être d'éviter certains arrêts. Mortier, par exemple. Merci de conclure. De conclure. Alors, nous avions d'autres amendements, mais vous les trouverez dans les annexes. Voilà, merci beaucoup. S'il faut conclure rapidement. Si on veut laisser le temps de l'échange, c'est surtout ça, c'est le temps des questions après. Monsieur Hanoun, représentant la Grande Loge de France, grand maître, c'est à vous. Oui, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Ah mais oui, d'accord. Donc, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, merci de cette invitation à nous exprimer, qui n'est pas la première, puisque vous avez fait un certain nombre d'expressions antérieures ou préalables, et la commission Falorni a été un bon exemple aussi ici par rapport à ces réflexions. Vous nous invitez à nous exprimer sur un sujet qui est un véritable cas de conscience, pour reprendre le titre du magnifique livre du docteur Burnot, qui est le médecin-chef du service des soins palliatifs de l'hôpital Curie. Parce qu'au-delà du volet sociétal, la question de la fin de vie touche quelque part à ce qu'il y a de plus profond en nous. Et une série de questions a été posée à tous les membres de la Grande Loge de France. Plus de 40% personnellement y ont
répondu et ont fait ce travail approfondi. Et après plusieurs semaines de réflexion et de débat, aboutit à la publication d'un livre blanc qui a dû être envoyé à tous les parlementaires si le classement vertical n'a pas été la règle classique d'une maison, parfois. Mais en tous les cas, il reste à votre disposition et je pourrais vous en donner quelques exemplaires ou vous les faire envoyer ultérieurement. Et la publication de ce livre blanc a abouti à poser 3 questions qui étaient celles que se posaient nos membres. Peut-on disposer de sa propre vie sans aucune limite et y mettre fin volontairement selon les moyens dont on a décidé? Deuxième question, peut-on mettre fin à la vie d'une tierce personne en décidant la suspension d'un traitement, voire en mettant fin à ses jours par voie médicamenteuse? Et au regard de ces questions et des réponses qu'elles suscitent, la législation actuelle devrait-elle évoluer? Quelques constats. La mort a changé, c'est une banalité apparente que de le dire. Elle est devenue blanche, entourée de blouses blanches, et 7 personnes sur 10 meurent à l'hôpital, alors qu'autrefois c'était le deuil, c'était le costume noir, la mort était noire. Et nous sommes passés progressivement du « je souhaite mourir » au « laissez mourir », puis au « faites-moi mourir » et plus récemment « faites-moi bien mourir ». Et nous sommes donc dans une dialectique entre 2 principes opposés, l'illusion de croire échapper au caractère inéluctable de la mort en la décidant seul. Est-ce que ça a un sens? Et la dignité d'une société humaine consiste à accompagner la vie jusqu'à la mort, mais jusqu'où peuvent aller les soins? Le fondement principal tiré des conclusions de nos réflexions peut se résumer en une exigence: le droit de disposer de soins palliatifs est le préalable à l'affirmation de la liberté de disposer de sa vie. Bien-être, bien vivre et bien mourir nous paraissent indissociables à l'idée de fraternité. Ainsi, la reconnaissance de la liberté de choisir sa mort n'a pas pour corollaire la reconnaissance d'un droit à mourir. De même, nous vivons à une époque où les progrès scientifiques ont eu pour conséquence d'identifier la mort à un échec, ce qui soulève des questions qui vont au-delà, bien sûr, du domaine scientifique et médical, parce qu'elles sont d'ordre culturel, d'ordre légal, législatif, éthique, moral et déontologique. Donc nous avons formulé quelques recommandations, parmi lesquelles la première, c'est que des exigences éthiques incontournables doivent accompagner les éventuelles évolutions vers la mise en œuvre d'une aide active à mourir. Ce que ce texte évoque apparaît, mais ce qui compte, c'est son vote final. Donc il faut maintenir cet aspect-là des choses. Nous sommes dans une situation différente, bien évidemment, d'un individu à l'autre, et le paradoxe, c'est qu'on veut y apporter une réponse collective, alors qu'il s'agit d'un problème individuel. Et le droit individuel à vouloir bien mourir doit rester et doit être compatible avec les devoirs collectifs d'une société qui doit réguler les excès et les dérives en tout genre. Et ce qui se passe dans certains pays, comme la Hollande, pour ne citer que celui-là, puisqu'il y a eu des tas d'articles qui ont été publiés, y compris en France, nous interpelle quant à ce droit à mourir quand il devient un devoir impératif pour les soignants et se banalise progressivement pour s'imposer comme une formalité qui pourrait être elle-même banalisée. Donc il ne faudrait pas qu'une nouvelle loi soit un message négatif ou un message d'abandon à leur seule responsabilité pour les personnes gravement malades ou handicapées ou très âgées ou ayant un certain nombre de difficultés. Comme on ne peut pas légiférer de tout et en tout, nous sommes conscients, puisqu'il y a une nouvelle loi qui est née à partir d'une demande, bien sûr, d'évolution de la société, mais d'un événement qui avait été l'affaire Imbert. Et donc, on s'aperçoit qu'il y aura toujours des trous dans la raquette, si je peux utiliser cette expression, et que cette loi, aujourd'hui, ne couvrira pas l'ensemble des éléments. Donc, les garde-fous, celui d'un
comité de revoyure, entre guillemets, ou comme il y a pour les lois de bioéthique, nous paraît quelque chose d'important. Et il y a des choses qui seront imprévisibles, qui sont imprévisibles à ce jour, et que d'autres n'auront plus de sens. Je ne désespère pas d'ailleurs que l'on trouve un traitement à la maladie de Charcot, qui est l'exemple que l'on cite régulièrement, et que le mot incurable change de sens grâce à la recherche médicale, qu'il ne faut pas étouffer ou ramener à un ordre accessoire par une systématisation de l'aide active à mourir. D'autant que certains, et non des moindres, personnalités qui ont été entendues, y compris ici, considèrent déjà que l'on doit envisager les étapes suivantes que ce texte prend soin d'éviter à travers le vocabulaire, à travers un certain nombre d'aspects, à travers les enfants ou pas les enfants, à travers la psychiatrie ou pas la psychiatrie. Et il faudrait qu'il y ait du sens à ce que cette loi soit une loi qui concerne tout le pays et pas simplement quelques-uns. Le franchissement des lignes rouges, j'ai utilisé cette expression, est si simple, et la fuite en avant pourrait être un projet pour lequel nous émettons les plus vives réserves. Au total, nous ne souhaitons pas qu'une nouvelle loi vienne simplement s'ajouter à un corpus déjà existant et mal appliqué, car la loi actuelle est insuffisamment mise en œuvre, que ce soit la généralisation des soins palliatifs ou celle des directives anticipées. 83% des soignants connaissent mal les dispositions de la loi actuelle et 10% seulement des personnes ont rédigé leurs directives anticipées. Les limites de l'actuelle législation, comme l'absence de règles de dépénalisation de l'aide active à mourir, l'absence d'une réelle information de la population et d'une formation spécifique du personnel soignant et des familles, doivent être résolues, si possible, dans le texte à venir. Mais n'oubliez pas d'envisager quelques sujets qui nous paraissent essentiels. Celui notamment d'une réforme nécessaire concernant le Code des assurances. Définir le plus clairement possible la notion de fin de vie. Par exemple, est-ce que c'est le dernier mois? Est-ce que c'est la dernière année? Comment vous allez aborder cette question qui est une question qui est essentielle. De même, définir la notion d'espoir d'amélioration peut être à remplacer par la notion de signe objectif d'amélioration. L'incurabilité et la phase terminale sont par nature évolutives. Il y a au moins 3 trajectoires de la phase terminale en médecine. Le déclin rapide pour les cancers, le déclin graduel du fait de défaillance d'organes ou le déclin lent du fait de maladies neurodégénératives. Ce qui nous conduit à penser, et j'arrive à la conclusion définitive, que la décision doit reposer sur la collégialité des médecins et pas sur un seul médecin qui serait concerné. Et ne sous-estimez pas l'importance de la clause de conscience pour les soignants, car il est plus facile de parler de ces choses dans le confort aseptisé de cette magnifique salle que d'avoir une seringue à la main, d'être en face de quelqu'un et de l'avoir vécu, ce qui était mon cas, puisque ma vie professionnelle antérieure m'a amené à être confronté à cette réalité-là. Donc, je crois que ça, c'est important, et de ne pas dire ce sont des mauvaises personnes qui ne veulent pas faire ou exécuter ce que la loi leur imposerait. Peut-être que la question législative n'est pas simplement d'ouvrir des droits, mais de fixer des limites. Et la loi, selon nous, devrait poser en préambule le fait de renforcer la mise en œuvre des soins palliatifs comme une action prioritaire. Au moment où vous allez voter, mesdames et messieurs les parlementaires, n'oubliez jamais que ce n'est pas une catégorie de nos concitoyens que vous allez concerner à travers cette loi, comme c'est le cas dans même beaucoup de lois sociétales. Ça a été le cas pour l'avortement, pour le mariage pour tous, mais que chacun et chacune d'entre vous, est concerné par cela, et que ce n'est pas simplement une loi entre guillemets banale qui va être mise en œuvre. Je reste à votre disposition, bien entendu, pour préciser toute une série
de questionnement et le texte complet de nos propositions est à votre disposition et à celle de ceux qui le souhaiteraient. Merci. Pour la Grande Loge féminine de France, Madame Lyotet et Madame Moati, j'ai bien compris, ce sera à 2 voix. On va faire à une voix dans un premier. Ah, pardon. Dans une première temps, le propos liminaire, je le ferai et les réponses seront apportées par Madame Moati. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les co-rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés, la Grande Loge féminine de France est une obédience strictement féminine, adogmatique, implantée sur l'ensemble de notre territoire, ainsi que dans d'autres pays. Elle compte 13 000 adhérentes, croyantes, agnostiques, athées, dont les origines sociales, culturelles, professionnelles sont très diverses. Notre méthode s'appuie sur des symboles et des rituels. En empruntant ce chemin, nous sommes amenés à naître, vivre et mourir indifféremment et indéfiniment. Nous sommes confrontés à une réflexion symbolique et philosophique sur la mort. C'est l'essence même de notre démarche. Notre obédience est intéressée depuis de nombreuses années sur les conditions de la fin de vie. Nous avons eu d'ailleurs l'honneur d'être auditionnés sur ce sujet plusieurs fois et je vous remercie d'avoir bien voulu vous aussi nous entendre. Femmes libres, ainsi se définissent les francs-maçonnes que nous sommes. Cette demande de liberté de l'intime correspond d'une part à une évolution des savoirs et des pratiques médicales liées au progrès technique et d'autre part à une transformation profonde de la société, telle la prise de conscience des femmes à pouvoir disposer de leur corps et ne plus enfanter dans la douleur. Aidés de nos outils, forts de nos symboles, pas à pas sur ce chemin que nous avons librement décidé d'emprunter, nous travaillons pour accéder à ce passage en pleine et totale liberté de conscience, soutenue par notre devise « Liberté, égalité, fraternité ». Liberté individuelle, liberté de conscience, égalité dans le choix, fraternité accompagnante. La mort, c'est l'altérité. On ne connaît la mort que par l'autre. Au sein de nos temples, c'est avec un regard laïque que nous abordons ces réflexions en remettant toujours l'humain au centre. Nous, maçonnes, veillons à ce que ce triptyque, socle de notre humanisme comme celui de la République, soit respecté dans l'élaboration de la loi. Renforcer les soins d'accompagnement et les droits des malades. On ne peut être que favorable avec cette volonté de renforcement. Concernant les maisons d'accompagnement, regrouper dans un même lieu la prise en charge sanitaire, psychologique, sociale, médico-sociale et la douleur est là une excellente chose. Encore faut-il avoir la volonté de s'en donner les moyens. Cet accompagnement réel doit constituer une expression concrète de notre fraternité. Il faut que cela devienne une priorité, quoi qu'il en coûte. L'accès offert à toutes et à tous à une médecine aussi bien palliative que curative est une question de solidarité nationale. Son accessibilité à domicile ou dans l'établissement de son choix est une garantie d'égalité devant la mort. C'est également une exigence éthique et démocratique qui doit apporter une humanisation indispensable à l'accompagnement de la fin de vie. Nous souhaitons que ce soit cette même exigence éthique et démocratique qui prévale dans l'instauration des maisons d'accompagnement avec la formation d'un plan personnel d'accompagnement qui prenne en compte l'application des directives anticipées, y compris l'aide à mourir. Ce plan élaboré par les professionnels se doit d'associer la personne de confiance. Comme dit plus haut, il est nécessaire de développer la possibilité de recevoir ces soins d'accompagnement à domicile. La demande est forte de la part des patients et des accompagnants de se retrouver dans un cadre familier et apaisant. Dans ce volet, il ne faudra pas oublier la formation du personnel médical et paramédical, absolument nécessaire. Une formation au public par des campagnes de sensibilisation s'appuyant sur différents modes de communication donnera toute sa force à ces mesures. Ces campagnes devraient être relayées par les maillages d'un réseau impliquant alors tous les professionnels de santé, médicaux, paramédicaux et les associations. Aide à mourir. Le projet présenté permet des avancées sociétales et médicales pour des situations de fin de vie qui n'étaient
jusqu'alors pas prises en compte dans les lois précédentes. Cette loi va permettre d'entendre la demande de certains malades, à savoir la possibilité d'accomplissement de cette aide comme un geste de dernier soin. Désormais, il sera possible pour ces patients d'être accompagnés tout au long du processus, évaluation de leurs demandes, leur accompagnement et celui de leurs proches. Mais cette loi ne répond pas à toutes les détresses. La notion introduite d'un pronostic vital à court et moyen terme doit être définie. Cette définition du court ou moyen terme est difficilement appréciable, y compris par les médecins. Elle est spécifique à chaque patient. Cette réserve exclut les malades incurables ou neurodégénératives. Ces malades assistent impuissants à une dégradation irréversible de leur autonomie physique et ou mentale qui altère profondément leur qualité de vie. La loi, telle qu'elle est, les prive de la liberté de choisir le moment d'interrompre une vie de plus en plus invalidante, voire douloureuse. Elle ne répond pas à la détresse due à la dégradation de la qualité de vie. Cette position rompt ainsi avec l'éthique de solidarité et de fraternité qui est pourtant l'une des valeurs de notre République. Les directives anticipées doivent être prises en compte et devenir contraignantes dans l'accompagnement à toutes les étapes du processus. La personne de confiance doit avoir sa place, elle aussi, à chaque étape de celle-ci, en cas d'inconscience du malade. Les maisons d'accompagnement doivent être dotées de moyens financiers et humains conséquents pour être à même d'assurer leur mission de solidarité envers les patients. Je ne peux redire que ce qui nous semble essentiel. La liberté de choisir la fin de vie demeure un choix individuel. Tous les choix doivent être respectés, autant la demande de l'aide à mourir que le souhait de ne pas vouloir la provoquer. Le droit à une aide à mourir ne devient pas la norme. Cela instaure la pluralité des choix du comment vivre sa mort. La liberté de choisir couvre toutes les options, y compris celle de la mort naturelle, et celle de modifier son choix à toutes les étapes de sa vie, au nom d'abord et avant tout du respect de la dignité humaine. À l'instar de la loi autorisant l'IVG, une législation bien encadrée devrait permettre de mettre fin à une aide active clandestine, au suicide brutal et douloureux, et enfin au tourisme lucratif de la mort. Une loi n'enlève rien à personne, mais offre un apaisement à bien des angoisses. Si ma vie me devient insupportable, la loi est là, je peux m'en prévaloir. À moi de savoir si je veux m'en servir. La loi, le fait qu'il sera possible de choisir sa fin de vie autorise un mieux vivre en toute sérénité. C'est ouvrir un espace de vraie liberté qui remet l'être humain au centre des préoccupations de la nation, une loi citoyenne dans une société démocratique. La vie, c'est la naissance, pas de mort sans naissance. À notre époque, la naissance est encadrée. Pourquoi pas une mort encadrée? En conclusion, le déploiement généralisé des directives anticipées, du choix d'une personne de conscience et des soins palliatifs doit être au cœur de cette voie. Les conditions de fin de vie sont un marqueur fort de civilisation. N'appartient-il pas à notre société de donner à chaque être humain qui le souhaite les moyens de choisir sa mort, de choisir cet instant-là, dans sa dignité, en toute liberté? La France, fille des Lumières, par cette loi, œuvre à garantir cette liberté ultime. La France, fille des Lumières, ne peut continuer de tolérer que citoyennes et citoyens doivent franchir des frontières pour faire valoir leur droit de mourir dans le respect de la dignité. Dans ce débat citoyen particulièrement sensible sont convoqués les principes fondateurs de notre société: liberté, égalité réelle, solidarité, fraternité, laïcité, valeurs auxquelles les francs-maçonnes que nous sommes très attachés. Après les luttes menées pour ne plus enfanter dans la douleur, après les combats pour le droit à la contraception puis à l'IVG, c'est peut-être la dernière liberté que nous souhaitons conquérir en tant que francs-maçonnes, femmes et citoyennes. Merci. Grand maître, puisque vous êtes arrivé, c'est vous qui parlez au nom du Grand Orient de France. Je vous cède la parole pour 10 minutes.
Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les parlementaires, mes chers frères et mes chères sœurs, grands maîtres et grandes maîtresses, le Grand Orient de France, première obédience maçonnique, libérale et dogmatique et la plus ancienne, a toujours été, vous le savez, aux avant-postes de ce combat pour une mort digne. J'en veux évidemment pour preuve, et vous le savez, cette longue réflexion entamée par le sénateur Henri Caillavet, qui, dans les années 70, déposait déjà une proposition de loi pour mourir dans la dignité. Il a toute sa vie d'ailleurs consacré avec le soutien des membres de la Commission nationale santé publique et de bioéthique du Grand Orient de France, auquel je rends hommage, consacré toute sa vie sur le rapport finalement de l'être humain avec son propre corps et la libre disposition pour les êtres humains de leur propre corps. Ça a donné évidemment naissance à un certain nombre de législations sur la transfusion sanguine, sur les dons d'organes, sur l'insémination artificielle. Aujourd'hui, évidemment, une nouvelle étape après la loi Claes-Leonetti s'impose et le Grand Orient de France note avec beaucoup d'optimisme qu'une ultra grande majorité de nos concitoyens sont favorables à cette évolution. Mais alors, pourquoi cette étape a été si difficile à franchir? Probablement parce que nous touchons au noyau dur de l'existence humaine. La mort. La mort, pour les religions du livre, doit échapper aux humains. La vie, la mort plus encore, ne leur appartiendrait pas. En effet, le sujet est tabou, parce que l'angoisse de mort constitue le terreau sur lequel s'est édifié le pouvoir des églises sur les hommes. C'est là que nichent les formes résiduelles de l'obscurantisme. La mort, selon elle, devrait demeurer un espace interdit à la liberté de conscience. Il est tout à fait louable que certains croient que la vie leur a été donnée par un créateur et que seul celui-ci aurait le droit de le retirer. Et que la douleur d'ailleurs serait rédemptrice. Mais en quoi ces croyants auraient-ils le droit d'imposer dans une république laïque leurs règles à celles et ceux qui essayent de se poser en maître de leur propre destin? D'où notre question. Existe-t-il une seule bonne raison non religieuse de refuser à quelqu'un le droit d'accéder à une fin de vie digne et dignement choisie? Reprenons le triptyque républicain pour en démontrer les limites. Avec cette loi que j'ai appelée plusieurs fois d'ultime liberté, évidemment, jusqu'à présent, la liberté, y compris avec la loi Claes-Leonetti, était incomplète. Car le moment de la mort n'est finalement pas choisi jusqu'à présent par le patient, car la sédation profonde ne peut intervenir qu'avec l'imminence de la mort. Quant à l'égalité, elle n'est pas respectée, puisque chaque Français n'est pas à égalité devant la finitude de la mort. Si vous avez évidemment, si vous êtes argenté, vous pouvez quitter le pays et choisir l'heure, le moment de votre mort. Quant à la fraternité, elle est blessée, parce que de quelle fraternité parle-t-on lorsque on réserve à nos frères et sœurs en humanité de la souffrance qui peut être physique, même si la loi Claes-Leonetti peut y mettre un terme, mais surtout une souffrance morale lorsque on sait que ces jours arrivent à la fin. Aussi, le Grand Orient de France considère que ce projet de loi, et évidemment les parlementaires en définiront le cadre, parce que après la Convention citoyenne sur la fin de vie, qui a été un exercice démocratique très important, il vous revient, mesdames et messieurs les parlementaires, de dire la loi, d'encadrer les conditions de recours à cette loi. Les débats ont eu lieu depuis des années. Il est donc désormais temps de les faire aboutir conformément à l'aspiration de notre République.
Le président de la République lui-même, lors de son discours, lorsqu'il est venu le 8 novembre dernier au siège du Grand Orient de France, affirmait « Le droit de mourir dans la dignité, porté en son temps par Henri Caillavet, doit trouver sa traduction dans une loi de liberté et de respect. » C'est aussi pour nous, francs-maçons, une loi de fraternité, comme l'a justement évoqué le président Emmanuel Macron lors de la récente interview qu'il a donnée à plusieurs quotidiens en mars dernier. Le Grand Orient de France considère que certains points clés du débat devraient aussi porter d'ailleurs sur la dépénalisation plutôt que le droit opposable. À l'instar de ce qui avait été proposé avec la loi sur l'IVG, portée en son temps par Simone Veil et dont le rapporteur était Henri Caillavet, il convient de dépénaliser l'aide active à mourir plutôt que d'établir un droit opposable qui ne permettrait pas de respecter la liberté de conscience des soignants qui ne souhaitent pas s'associer au dispositif. Plusieurs éléments non pris en compte dans le projet devraient aussi faire l'objet du débat. Je veux évidemment parler, et c'est un sujet que j'ai déjà évoqué à de nombreuses reprises, de la question de l'ouverture du dispositif aux mineurs. Certes extrêmement délicate, qui ne concerne bien évidemment qu'un nombre infime de situations, et je fais référence à l'expérience belge, mais ces situations sont particulièrement dramatiques et méritent que le législateur y accorde une attention toute particulière. Parce qu'il s'agit là d'une question administrative, in fine. La minorité est un âge qui a été défini par la loi il y a encore quelques années. La majorité était à 21 ans. Je renvoie d'ailleurs vos réflexions à ce que l'on considérait comme la majorité sexuelle. Je vous renvoie également aux mineurs qui peut encourir une peine de réclusion ferme de plusieurs décennies. Et donc, évidemment, cette question de la minorité, de la majorité, doit animer vos réflexions et vos débats. Ce qui compte avant tout pour le Grand Orient de France, c'est que cette loi d'ultime liberté offre finalement aux hommes et aux femmes un droit nouveau, un droit de pouvoir choisir la finitude de sa vie lorsqu'on se sent condamné. C'est, je crois, historique, et ce sera historique en ce sens que les êtres humains, pendant des décennies, ont émancipé leur propre vie. Avec cette loi, vous permettrez aux êtres humains d'émanciper leur propre mort des dogmes religieux notamment, et de tous les dogmes politiques également. Pour permettre une meilleure application de la loi, il est nécessaire de développer, évidemment, et de renforcer les directives anticipées afin de garantir le libre choix des personnes lorsqu'elles sont en état de l'exprimer en toute conscience, et avant de se retrouver dans une situation où cette expression devient impossible. Le Grand Orient de France est évidemment favorable, par ailleurs, au renforcement des systèmes de soins palliatifs. Là, il est question non pas de la compétence des hommes et des femmes qui aident et qui accompagnent ceux qui sont en maladie, mais il est question de budget, d'investissement, de déploiement dans tous les départements de France, dans les territoires d'outre-mer, et vous le savez, évidemment, ce n'est pas le cas aujourd'hui. En conclusion, dans le cadre d'un respect de la dignité de chacune et chacun, et selon la notion qu'il en a, et s'il est conscient et capable de donner son avis, le meilleur service que la République peut rendre aux malades est de répondre favorablement à sa demande de bénéficier d'une aide active à mourir. L'injection létale ne sera jamais la seule façon d'aider les patients à mourir, ni le moyen que tous les patients auront à la fois le désir et la force de demander. Laissons aussi aux médecins qui le voudront bien la liberté, la responsabilité et le privilège de faire au mieux de ce qu'ils font déjà, c'est-à-dire accompagner leurs patients dans une mort qui soit véritablement la leur, tout en modulant, si tel est leur souhait, les modalités et la temporalité cruelle. La bioéthique de la fin de vie n'est pas qu'aider médicalement les gens à mourir, c'est surtout les accompagner sereinement vers cette échéance que chacun d'entre nous devra affronter un jour. J'ai dit. Merci. Passer aux questions des rapporteurs. Monsieur Falorni. Merci, mesdames et messieurs, pour vos propos introductifs qui marquent, j'allais dire, l'ampleur de la réflexion que mènent les loges
depuis des mois, des années, et bien plus encore. Il a été fait référence au travail législatif et intellectuel d'Henri Caillavet. Et à travers le débat qui a irrigué la société, et ça a été dit, hein, ça n'est pas qu'un sujet médical, la fin de vie, c'est un sujet sociétal. Et toutes les auditions que nous avons eues avant, qui brassent l'ensemble des enjeux éthiques, philosophiques, juridiques de cette question, le démontrent. Alors je vais vous poser des questions assez précises parce que vous avez très largement et très précisément travailler ce texte. On a eu l'occasion, effectivement, comme vous l'avez indiqué, M. Hanoun, déjà d'échanger dans le cadre notamment d'une mission d'évaluation qui portait sur un autre texte et qui s'inscrivait dans un contexte d'un éventuel futur texte à venir. Aujourd'hui, nous sommes dans le vif du sujet. Il s'agit effectivement de recueillir votre avis, vos propositions sur le projet de loi dont nous aurons la responsabilité, sur lequel nous aurons la responsabilité de nous prononcer. Alors, je voulais vous poser 3 questions. D'abord, comment appréhendez-vous la notion de soins d'accompagnement qui apparaît dans le projet de loi dans son titre 1 et qui vise à englober les soins palliatifs dans une démarche qui serait marquée par plus d'anticipation et plus de pluridisciplinarité. Deuxième question qui concerne donc le titre 2 de ce texte concernant l'aide à mourir. Quelles remarques, quelles suggestions pourriez-vous nous faire pour définir les conditions d'accès, certains diront les verrous, et le philosophe Frédéric Worms nous disait hier que ceux qui ne croient pas aux verrous ne croient pas à la loi. Et comme les législateurs croient à la loi, nous avons besoin de connaître votre avis sur ces conditions d'accès, que l'on pourrait considérer comme des verrous. Et le troisième point, quelles remarques pouvez-vous nous faire sur la procédure telle qu'elle est envisagée dans ce texte après l'avis médical, après l'acceptation médicale qui est également prévue? Voilà les questions que je souhaitais poser à chacune des 4 obédiences que nous avons l'honneur d'accueillir cet après-midi. Monsieur Martin. Merci Madame la Présidente. Je vais prendre le choix arbitraire de poser une question à chacune des obédiences présentes, mais ça n'empêche pas une autre d'y répondre. Donc dans l'ordre d'apparition, le droit humain, j'ai vu qu'il y avait plusieurs pages dans votre document consacrées aux directives anticipées que vous qualifiez de terminales. Quels sont les points les plus saillants, les plus importants? J'ai vu que vous alliez très loin avec des actes notariés, avec des certificats circonstanciés d'incapacité. C'est important la question des majeurs protégés. Donc, pouvez-vous dire quelques mots complémentaires? Et puis, pour ceux qui auront bien sûr de l'intérêt, nous lirons tout le document. Pour la Grande Loge de France, Monsieur Hanoun, j'ai cru comprendre que votre obédience ne souhaitait pas une nouvelle loi, et donc, par conséquent, se satisfait de la loi actuelle. Dans la loi actuelle, elle date de 2016, il y a une nouveauté par rapport aux précédentes, c'est la sédation profonde, continue, maintenue jusqu'au décès. Donc, je vous pose très directement la question, est-ce que l'on peut assimiler cette sédation à une aide à mourir? Et est-ce que cette mise en œuvre de la sédation, est-ce qu'elle répond à toutes les situations? Pour la Grande Loge de France, Madame Moatti, je crois, répondra. Que pensez-vous de l'intervention d'un tiers volontaire au moment de réaliser l'aide à mourir, lorsque, dit le texte, le patient n'est plus en capacité d'ingérer, de s'administrer la substance létale?
Et puis, pour M. Guillaume Trichard, grand maître du Grand Orient, déjà dans nos interventions est apparue la question suivante. Doit-on avoir un pronostic dans la loi à moyen ou à court terme, et également la question de délai, on va être dans la temporalité, la question de délai de 3 mois au cours de laquelle, effectivement, la substance létale peut être délivrée aux malades dans les cadres précis que l'article 5 a définis. Je vous remercie. Madame Maillard-Mianoury. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, ça va être une question assez courte qui s'adresse à vous tous et à vous toutes. Plusieurs d'entre vous ont évoqué le sujet de la dépénalisation de l'acte, en tout cas de l'aide à mourir. L'alinéa 2 du titre de l'article 5 du projet de loi prévoit explicitement l'aide à mourir est un acte autorisé par la loi et non pas interdit, donc c'est quelque chose de très positif, mais acte autorisé par la loi au sens de l'article 122-4 du Code pénal. Est-ce que jugez-vous cette mention dans la loi suffisante pour répondre aux inquiétudes que vous avez peut-être exprimées les uns les autres sur la dépénalisation, la protection juridique de celles et ceux qui peuvent accompagner les patients dans l'aide active à mourir? Je vous remercie. Madame Cristol. Merci Madame la Présidente. La première question s'adresse spécifiquement à Madame Bessas. Vous avez parlé d'une instance pour l'article 8, une instance d'éthique qui permettrait, si vous, tel que vous l'avez exprimé, d'avoir une efficience plus importante de la décision collégiale. J'aurais aimé que vous puissiez nous faire part de façon plus précise de votre sentiment sur cette proposition, notamment les articulations avec les instances d'éthique déjà existantes et l'éventualité donc des personnes qui pourraient être amenées à y siéger. Plusieurs d'entre vous ont évoqué une ouverture du droit, notamment sur le discernement, puisque vous avez été plusieurs à évoquer l'éventualité donc d'enlever la maladie, le terme psychiatrique, qui est bien déterminé sur ce projet de loi, et également d'ouvrir aux mineurs. Donc pour moi, ça représente également un point important en termes donc de capacité d'exprimer sa volonté libre et éclairée. Ça rejoint également la questionnement sur les mineurs, sur les majeurs protégés. Donc j'aurais aimé savoir si vous pouviez également apporter des précisions sur ces propositions que vous faites et l'articulation par rapport à un texte pour lequel vous l'avez particulièrement bien exprimé. Nous devons également avoir des garde-fous et des limites très strictes. Merci. Madame Fiat. Oui, merci Madame la Présidente. Merci à toutes et tous pour vos propos liminaires. Pour la Fédération française du droit humain, vous avez parlé d'une évaluation qui serait difficile. L'article 17 de ce projet de loi propose la création d'une commission de contrôle et d'évaluation qui serait chargée de 3 missions. Un contrôle systématique du respect des conditions d'accès de procédure d'aide à mourir, un suivi et l'évaluation de celle-ci par une information annuelle et par des recommandations, et une gestion du registre des professionnels de santé disposés à y participer. Que manque-t-il dans cet article selon vous? Pour la Grande Loge de France, donc vous nous avez parlé du code des assurances à améliorer. Donc là, c'est l'article 20. Qui consiste donc à la neutralisation des dispositions législatives du Code des assurances et de la mutualité et qui prévoit des exclusions de garantie en cas de suicide et en cas de mise en œuvre de l'aide à mourir. Donc, même question, qu'est-ce qui manque et dans quel cas, quel amendement vous proposeriez concernant la clause de conscience des soignants? Pareil, l'article 16, je ne vais pas vous le lire, mais qu'est-ce qui manque dans cette clause de conscience? Pour la Grande Loge féminine de France, les questions ont déjà été posées. Merci de votre propos. Et pour le Grand Orient
de France. Si je reprends le début de votre discours, ça se rapproche à beaucoup de choses qu'on a déjà entendues sur un gros, enfin pour moi, un gros problème sociétal, peut-être pas pour d'autres, sur le tabou sur la mort dans notre pays. Et on en parle depuis quelques auditions. Et très simplement, que penseriez-vous de la création d'une journée éducative, donc pour nos enfants, sur la mort, pour les éduquer au fait que, comme la naissance, la mort est naturelle? Merci. Je vous propose, si vous voulez bien, que chaque loge dispose de 4 minutes pour répondre aux questions posées par les rapporteurs. Et je vous propose que nous démarrions dans l'autre sens, c'est-à-dire que... Monsieur Trichard, c'est vous qui démarriez, par exemple. Très bien. Bon, alors peut-être que mes deux frères compléteront sur quelques questions très précises. Sur la dernière question, sur l'éducation, moi je crois qu'elle est essentielle. Elle est essentielle, mais elle va être d'ailleurs essentielle. Alors, je mets à la fois éducation pour nos enfants, puisque nos enfants seront les futurs citoyens de demain. Donc évidemment, c'est pas le Grand Orient de France qui va vous dire que l'éducation publique, laïque, gratuite de la République doit être au cœur de la formation des citoyens de demain, avec la nécessité de les émanciper de tous les dogmes religieux qui peuvent venir les entraver dans leur propre pensée et les empêcher d'ailleurs de douter, de pratiquer le questionnement. Mais au-delà de ça, donc évidemment favorable à l'idée de pouvoir avoir, certainement d'ailleurs dans le cadre d'une éducation renforcée sur la laïcité. Sur la laïcité, puisque là je l'ai dit à mi-mot tout à l'heure, mais pour nous, cette loi est une loi de laïcité. Je le dis très clairement, c'est une loi de liberté, c'est une loi de laïcité, c'est une loi d'émancipation de tous les dogmes possibles, inimaginables, donc elle doit être profondément laïque. Mais donc, je parle d'éducation, mais je parle également de pédagogie, c'est-à-dire d'éducation tout au long de la vie. Et il faudra, je le crois, au terme de cette loi, de son vote, évidemment, pouvoir accompagner les citoyens, les citoyennes en répondant à leurs questions et très certainement, peut-être, en engageant un certain nombre de débats laïques sur le sujet. Sur la question du discernement, qui est une très bonne question, moi je crois que quand on a 17 ans et 6 mois, qu'on est autorisé à conduire, à tenir un volant et donc de potentiellement pouvoir provoquer un accident sur la route, eh bien, je crois qu'on est en capacité de discerner. C'est pour ça que je dis que autant sur les questions, sur les verrous, pour reprendre le terme de Monsieur Falorni, les verrous qui sont nécessaires à cette loi, on peut comprendre les verrous médicaux qui vont être mis, mais le sujet du verrou administratif sur la majorité et la minorité, la frontière est très floue, parce que dira-t-on un mineur de 17 ans et demi atteint d'un cancer très douloureux, parce qu'il n'aura pas la majorité, il ne pourra pas rentrer dans le dispositif d'aide à mourir. Voilà. Et il faudra qu'il continue de souffrir jusqu'à l'âge de sa majorité. Donc c'est une vraie question, je le sais, une vraie question philosophique, mais je souhaite d'ailleurs qu'elle soit plus philosophique qu'administrative, parce que la majorité sexuelle, c'est pas 18 ans, parce que je parlais tout à l'heure de la majorité pénale, c'est pas 18 ans. Et donc la question à laquelle vous devrez répondre, parlementaire, ça va être une de ces questions qui va se poser. Et je terminerai là-dessus en faisant un parallèle avec ce qui s'est passé en Belgique. Lorsque le dispositif a été revu et qu'il a été étendu aux mineurs, il y avait des cris sur des dérives possibles. Finalement, je crois qu'en termes de tristes statistiques, on est à 5 mineurs concernés depuis que la loi a évolué. C'est pour ça, je crois qu'il faut être très factuel. Nous sommes des obédiences maçonniques, nous sommes donc attachés à la fois au débat philosophique, mais surtout à la raison et aux sciences. Et donc, évidemment, je crois que vous allez être amené à avoir ce genre de débat qui prendra certainement du temps, mais qui sera éminemment nécessaire.
Merci. Je crois que c'est Madame Moati qui répond aux questions. La Grande Loge des femmes. Donc, je vais commencer par juste répondre sur le tabou de la mort et je reviendrai après à la question posée directement. Il y a une phrase de Rita Montalcini que j'aime beaucoup, qui est « Donnez de la vie à vos jours plutôt que des jours à votre vie ». Elle a eu le prix Nobel, c'est la première femme à avoir eu le prix Nobel de physiologie en médecine. Elle a eu une vie dans des camps de concentration, enfin, pas complètement, mais enfin, elle a connu cette période-là. Et donc, le tabou de la mort, c'est quel sens donne-t-on à notre vie? Et c'est là que se pose effectivement le problème de l'humain et de qu'est-ce qu'on considère dans la vie et dans la mort. Est-ce que chacun et chacune pense et a le droit de se penser comme il ou elle l'entend? Si personnellement, je pense que j'ai plutôt envie de donner des jours à ma vie, ben chacune peut le faire. C'est ça ce que j'appellerais le tabou sur la mort. C'est une question intime et cette loi, elle est individuelle et collective parce qu'elle relève de l'intime, elle relève du sens de la vie, elle relève de la finitude. Et dans la période que nous vivons aujourd'hui avec les guerres, on peut aussi se poser la question de qu'est-ce qu'on appelle la mort et quand on a, ça n'a peut-être rien à voir, mais quand on voit le nombre de personnes qui décèdent du fait d'une pollution accrue, ça aussi, c'est quelque chose que notre société pourrait mettre en parallèle de quel est le droit à la vie et quel est le droit à la mort. Je reviendrai à la question que vous m'avez directement posée, un tiers volontaire. Oui, si la personne ne peut pas, et est clairement définie dans les directives anticipées, qui sont, à mon avis, pas suffisamment prises en compte dans cette loi parce qu'on ne les voit pas, il faudrait vraiment qu'elles aient un sens et qu'elles soient appliquées et qu'elles soient définies et qu'elles soient prises en compte. Parce que la collégialité d'un groupe de médecins ou externe qui va faire que la personne sera éligible ou pas ne correspond pas, à mon avis, à la réalité des choses. Et il est bien dommage qu'on n'ait plus vu ni les directives anticipées, ni la personne de confiance. Parce que ça remettrait aussi en parallèle le problème de quand on devient inconscient sur les 3 mois de temps, eh ben on a déjà rédigé nos directives anticipées. Et c'est le problème qui se pose aussi quand, sur ce droit de choisir, quand on a prévu de le faire et qu'on a répété nos directives anticipées et qu'on a une personne de confiance, il est bien dommage dans cette loi, qui est une réelle avancée, qu'on ne le voit pas vraiment. Fort de cela, si une personne, dans les conditions de cette loi, n'est plus capable de se donner la mort et qu'elle a des personnes qui sont un tiers qui est d'accord, oui, mais il y a plusieurs façons d'aider une personne à mourir. Il n'y a pas obligatoirement d'injecter une seringue. Il y a même aujourd'hui des possibilités, on n'arrête pas de parler de l'intelligence artificielle en médecine, il y a quand même aussi des possibilités de faire en sorte que, si on reste dans l'injection, puisqu'on veut me faire dire que c'est une injection létale, si on reste dans cette injection, ne serait-ce que par un clignement de l'œil, on peut faire pousser une seringue. Donc on peut, avec quelqu'un qui va venir vous soutenir et qui sera là, non pas pour injecter et donner la mort, comme on voudrait que je le dise, mais avec quelqu'un qui va vous soutenir et vous tenir la main et vous aider moralement à faire en sorte que cette seringue soit poussée et que la personne puisse partir sereinement. Et puis à côté de ça, il y a plein d'autres méthodes. On peut donner des comprimés, on peut, si la personne est capable d'avaler, donc oui, je suis favorable à ce qu'il y ait une personne, et non seulement je suis favorable, mais heureusement qu'il y a des personnes qui accompagnent, parce que c'est aussi le dernier soin d'aider quelqu'un à mourir, une personne que l'on aime et que l'on n'a pas envie de voir souffrir. C'est horrible de voir quelqu'un souffrir. C'est horrible de voir, enfin, pour moi, pour d'autres, non. Mais en tout cas, pour les personnes qui considèrent que c'est horrible, les aider à passer cet instant-là, les aider en leur tenant la main, c'est quelque chose de fantastique. Et c'est effectivement, pour moi, le dernier soin et le dernier acte d'amour. Donc je pense que là, j'ai répondu à votre question. Qu'est-ce qu'il y avait ? Oui, sur la question du discernement, si j'ai 2 minutes de plus, je pense que la question du discernement,
rejoint effectivement la question des directives anticipées telles que je viens d'en parler. Et je vais rajouter un dernier point sur les mineurs. J'ai pris au tout début de ma carrière, j'étais biologiste et je prenais des gardes de réa en biologie à Garches. J'ai vu en réa un nombre de gamins finir dans ce qu'on appelle le centre des Molières. Quand j'y pense encore aujourd'hui, j'en suis malade. Eh bien oui, je pense que ce n'est pas eux qui vont décider, mais une loi qui dépénaliserait effectivement les personnes qui sont confrontées ce jour-là à cet acte-là. C'est la moindre des choses pour que l'on puisse avoir des personnes qui vivent dignement. Parce qu'après, je ne sais pas ce que c'est devenu les Molières aujourd'hui, mais quand je disais à des médecins ou à d'autres collègues, mais allez voir ce qui se passe, eh bien, ces gamins-là, ils étaient abandonnés. Ça fait des gamins abandonnés, ça fait des familles qui ne s'en remettent pas. Tout ça parce qu'il faut aussi savoir, avec la technique, peut-être qu'il faut aussi savoir quand arrêter. Et le médecin aide à soigner. Le médecin n'aide pas un acharnement. Et c'est très, très dur pour un médecin de savoir où un personnel soignant va être la limite. Où je vais m'arrêter pour que l'acte que je suis en train de faire va aider la personne à bien vivre, à pouvoir vivre d'une façon qui lui permettra de ressentir et d'être, ou alors qui fera d'elle un légume et qui rendra désespéré tout son environnement. Voilà, j'ai dit. Merci, Monsieur Hanoun. Puisqu'on a cité Henri Caillavet, j'étais assez rouge. Je dis, puisqu'on a cité et utilement Henri Caillavet, je ne peux pas ne pas citer Pierre Simon, puisqu'il a été le grand maître de la Grande Loge de France, qui est la deuxième obédience française, et tout ça pour les statistiques. Pour le reste, sur le plan pratique, les questions d'Olivier Falorni sur les soins d'accompagnement et les soins palliatifs sont-ils liés? A priori, on va dire oui, dans la mesure où on n'est pas obligé de rentrer dans un service de soins palliatifs pour avoir ou bénéficier de soins d'accompagnement. Et c'est en ça qu'il faut que les choses soient mieux définies et mieux précisées, dans la mesure où il y a un problème de formation des soignants, et je dis des soignants et pas seulement des médecins, qui sont formés à la vie, au curatif, et la mort n'est pas nécessairement un sujet de formation. Et je pense que beaucoup d'efforts doivent être faits, que la loi peut inciter sur ce point à le faire ou à faire évoluer un certain nombre des programmes pour prendre en considération cet aspect-là des choses. Puisque j'ai que je ne m'étale pas plus. Sur les verrous qui ont été évoqués, l'important, c'est comme les principes. C'est Victor Hugo qui disait, à force d'appuyer sur les principes, ils finissent toujours par céder. Tout le problème, ce n'est pas seulement les verrous, c'est que les verrous tiennent. Parce qu'il y a plein d'exemples qui montrent que les verrous ne tiennent pas une seconde et qu'on utilise des prétextes divers et variés pour faire en sorte qu'ils évoluent. Alors, je ne suis plus législateur, je parle d'un autre, à partir d'une autre place, mais je crois qu'il faut que la manière dont les verrous sont exprimés, sont définis, soient les plus clairs possibles et ne soient pas simplement soumis, parce que j'ai entendu aussi beaucoup des interventions qui ont été faites ici en disant mais ça c'est prenez ce qui vient et puis on verra bien après. J'ai entendu comme d'autres. Je pense qu'il faut aussi être clair. Quand les lois sont faites, encore faut-il qu'elles soient appliquées, et pour qu'elles le soient, qu'elles soient applicables. Et donc, il paraît important que chaque étape soit claire et le plus clair possible. C'est le rôle de la loi, mais c'est aussi le rôle de tout ce qui va suivre la loi, c'est-à-dire la formation, l'administration et les décrets et autres éléments en ce qui concerne l'application. Il y a un rôle important de suivi, c'est pour ça que nous avons proposé un comité de suivi et j'ai dit de revoyure, mais vous trouverez les termes ad hoc sur ce point pour qu'il y ait une révision, s'il y a lieu, régulière, en tous les cas un bilan
qui soit fait. Sur la notion de discernement, c'est la question la plus difficile qui soit, je crois, parce que, et c'est pour ça tout à l'heure que je disais un certain nombre d'éléments, difficile quand on a une seringue ou un comprimé ou une prescription à faire par rapport à ça. Parce qu'on prend toujours des exemples, comme la maladie de Charcot d'un côté, ou le gamin de 17 ans et demi, certes. Mais il y a le gamin de 10 ans qui n'a pas de discernement spécifique et qui a une maladie incurable, un cancer, etc. Qui c'est qui prend la décision, même à 17 ans et demi, normalement, dans les lois de la République? Ce sont les parents qui sont les responsables de cet enfant qui n'est pas majeur. Donc, on va cumuler un certain nombre de préoccupations par rapport à cela. Si je fais la réponse qui consiste à dire c'est cas par cas, c'est une réponse qui est intenable sur le plan pratique. Si c'est une réponse qui généralise, allez, les enfants, la psychiatrie, etc., les verrous n'ont plus lieu d'être. Et je partage l'idée de Frédéric Worms, que vous avez rapportée tout à l'heure, qui est que s'il n'y a pas de verrou, il n'y a pas de loi. Et donc, la loi n'a pas de sens sur ce point. Donc, je crois que c'est la chose la plus difficile. Il y a eu un choix qui a été fait dans le texte qui est présenté. Je pense qu'il est bon et que, déjà, tenons-nous-en à cela, ce qui paraît important. Parce que, quand on parle des dérives, il y a les maladies qu'on évoque, mais il y a aussi des dérives. Et quand on regarde dans le fond ce qui s'est passé en Belgique et ce qui se passe en Hollande, il n'y a pas que 5 cas ou que quelques cas, il y en a quand même bien plus, et des articles qui ont été publiés, y compris par un des apôtres de l'euthanasie, puisqu'il faut utiliser les mots comme ils sont dans les autres pays, se disent ou disent s'être trompés. Au rapporteur, M. Martin, s'il a compris que je n'étais, ou que la Grande Loge de France n'était pas favorable ou ne souhaitait pas une nouvelle loi, c'est que c'est dommage parce que je vais lui remettre de façon très officielle et publique le texte dont le titre c'est pour une évolution de la loi. Non mais il l'a reçu, mais je sais que s'il est difficile le classement parce que vous êtes inondé de papier, mais vous lirez, il y a pour une évolution de la loi, donc il n'y a pas de discussion sur le fait qu'il y ait une nouvelle loi, mais pas n'importe quelle loi. Donc c'est pour ça que vous nous interrogez d'ailleurs par rapport à cela. Ce n'est pas de dire on fait une loi. Aujourd'hui, quand on dit la Commission européenne ne marche pas, on vous dit vous êtes contre l'Europe, voilà, etc., etc. On peut avoir un point de vue sur un certain nombre de questions sans pour autant être hostile à la fois à l'évolution et à un certain nombre des éléments tels qu'ils sont. Donc, vous lirez peut-être les différents éléments contenus dans ce texte. En tous les cas, l'idée qu'il y ait une nouvelle loi est inscrite dans l'histoire. On est là précisément parce qu'il y aura un vote sur une nouvelle loi et je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle sera votée. En revanche, quelle loi sera votée, c'est celle-là qui est important. Le texte qui est présenté comporte et des verrous et un certain nombre d'éléments. Mais la force de l'amendement, la force des pressions extérieures, etc., présente un certain nombre d'éléments qui évoquent un certain nombre de choses. À la question concernant la dépénalisation et la réforme du Code des assurances que j'ai évoquée. Alors, sans rentrer dans les détails, mais on peut le faire, il y a aujourd'hui, vous avez une assurance vie, si vous vous suicidez, vous n'êtes pas pris en considération puisque le suicide, dans les contrats d'assurance vie, pose un certain nombre de problèmes. Donc, rien que ça, petit exemple, mais qui est quand même important dès lors qu'on parle, même si les mots... Non, mais d'accord, dans la loi, on ne parle pas de suicide assisté, on ne parle pas de tas de trucs. Précisons-le, ça évitera beaucoup de... Non, mais... Chère Madame le rapporteur, je n'ignore rien du texte. Je sais aussi comment la subtilité des textes peut être modifiée. C'est pour ça qu'il y a tellement de juristes et de gens qui vous interpréteront tout ça par une QPC ou par un certain nombre de trucs. Précisez-le, précisons-le,
et on aura moins de problèmes où on en aura peut-être plus ou pas par rapport à un certain nombre d'éléments d'interprétation sur ce point. S'il n'y en a pas besoin, c'est que c'est clair, disons-le dans la loi en tant que telle, ou dans les exposés des motifs de chaque article. Mais précisons-le, de façon à éviter cette contradiction permanente et fréquente qu'il y a entre faire un texte pour la prévention du suicide et un autre en même temps sur préparer à la mort, même à l'aide à mourir dans de bonnes conditions, etc., etc. Il y a des problèmes juridiques par rapport à la personne de confiance, par rapport à un certain nombre d'éléments. On les a repris, je ne vais pas les développer, mais ils se posent. Si vous estimez qu'ils ne se posent pas, si j'ose dire, que Dieu vous entende. Et je fais exprès de dire ça comme ça, de la place qui est la mienne. Et je le dis à l'Assemblée nationale. Mais chacun peut avoir des... Il y a beaucoup d'idolâtres aussi. Donc, sur le plan pratique... Si, on va passer à la droit humain pour les réponses. Pardon ? Je n'ai pas entendu. Pas si Dieu nous entend dans cette enceinte. En tout cas, j'espère que les députés nous entendront. Je vais simplement reprendre, et je laisserai répondre ensuite ma consoeur Martine, sur d'autres points, mais sur la question d'autoriser au sens de l'article 122.4 du Code pénal. Il y a quand même un petit problème sur le terme autorisé. Qu'est-ce que l'article 122.4 du Code pénal ? C'est ce qu'on appelle les articles sur les faits justificatifs. Le militaire qui tue en situation, etc., la légitime défense, etc., etc. Ça veut dire que si on disait dans un texte de loi « Je vous autorise à tuer au nom de l'article 122.4 », il faudrait effectivement dire « Je vous autorise à tuer, etc. » sous les conditions suivantes d'être en légitime défense, d'être un militaire agissant sous l'autorité, etc., etc. Est-ce que ce n'est pas plus simple de dire les faits justificatifs, dont effectivement l'aide à mourir, sont des faits qui dépénalisent? Alors, c'est certes un petit peu philosophique comme réflexion, mais si vous dites autoriser, ça veut dire que vous autorisez, au nom de l'article 122.4, pour l'instant, l'aide à mourir ne fait pas partie des faits justificatifs, donc il faut bien la rajouter dans le Code pénal, et vous dites autoriser. C'est ça qui est un petit peu choquant. Donc l'idée, eh bien, c'est tout simplement de dire ce qui est, c'est-à-dire que ce fait est dépénalisé pour celles et ceux qui y participent, préparateurs en pharmacie, médecins, aidants qui éventuellement devra administrer une substance, etc., etc. Donc pour tous ceux qui participent au processus. C'est beaucoup plus simple de le dire en termes non équivoques, dépénalisation de tous les intervenants. Je poursuivrai sur l'éducatif. Éduquer les enfants, ça me semble important. Mais il ne faut pas oublier que ça doit être plus général, que ça doit être aussi les parents, et qu'il faut savoir parler aux parents et aux adultes. Mais je rappellerai que nous proposons aussi un amendement numéro 2. Il est évoqué les mineurs, et il est évoqué leur dossier médical. Or, ils ont le droit de s'opposer éventuellement à ce que certaines informations apparaissent dans leur dossier médical. Et ça, il me semble absolument essentiel de préserver cette information, de les accompagner et de leur dire ce droit d'opposition. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rester prudent par rapport à la loi pour l'instant. C'est ce qu'on évoquait. Quant à la difficulté que j'ai évoquée par rapport aux soins d'accompagnement, c'est que devenant plus large que les soins palliatifs, eh bien, il y aura plus d'intervenants, il y aura plus de volume, plus de tissage, et en ce sens, ils peuvent être plus difficiles à évaluer et que peut-être on saura moins là où il y aura des manques. Voilà ce que je disais. Ensuite, quant à la procédure, alors, une des premières choses qui nous a choqués en lisant le texte, c'était de trouver un texte un peu froid et où le rôle des médecins était un petit peu... des médecins et des paramédicaux était
un peu réduits à leur acte, alors que justement, il s'agit vraiment de quelque chose, je dirais, de vital, de absolument humain, où l'humanitude doit être perceptible. Et c'était pas perceptible pour nous, et on faisait une recommandation que je n'ai pas pu évoquer, celle que, au minimum, soit précisé que la personne qui accompagnerait le jour de l'aide à mourir, elle ait au moins rencontré la personne, qu'elle ait au moins créé une relation. Ça nous semblait indispensable que ça apparaisse. Enfin, c'est aussi dans la procédure, même si ça peut être enfin, c'était d'être attentif à la personne volontaire désignée par la personne demandant l'aide à mourir. Moi, j'y vois une volontaire désignée. Et je me dis qu'il faut que la société soit extrêmement... Quand je dis « je », ce n'est pas moi, c'est la commission éthique, bioéthique, et c'est le droit humain derrière moi. Le risque, il faut prendre en compte le risque de deuil pathologique. Et dans ce cas-là, il y a un partage de responsabilités avec la collectivité. Il faut qu'on en soit vigilant. Je crois que ça peut être aussi étendu aux équipes soignantes et peut-être aux aidants. Enfin, dans la procédure, la clause de conscience, pour nous, elle doit être appliquée à tous et tout le temps, à tout moment. Même si l'on est professionnel et que l'on a déjà accompagné une personne, je crois qu'il faut qu'on puisse être autonome dans la décision et que la décision puisse être contextualisée, s'adapter à chaque cas, à chaque relation. Ensuite, une chose qui nous choquait un peu, c'est les médecins et éventuellement l'infirmier hors de la salle. Ça, c'est accessoire. Par rapport au contradictoire, le contradictoire, pourquoi nous avons proposé cet amendement? Quand on regarde les personnes qui sont convoquées, dans le texte, il est dit qu'est envisagée la consultation d'un médecin qui ne connaît pas la personne et d'un intervenant qui connaît la personne. Les autres consultations, éventuellement, ne sont envisagées que sous la forme du possible. Et ça nous a semblé un petit peu choquant quand on fait la comparaison, par exemple, avec la sédation profonde et continue, où là, il y a une décision médicale, mais après consultation collégiale. Par exemple, pour les soins sous contrainte, c'est 2, voire 3 certificats qui sont demandés et une décision de justice. Et donc, en réfléchissant à partir de ça, on s'est dit que qu'est-ce qui existait ? Alors, c'est peut-être à travailler, c'est peut-être pas abouti, mais on s'est dit que faire appel à quelque chose qui existait, qui était déjà en place, au moins dans les hôpitaux locaux, ça pouvait être une idée qui permettait d'avoir un contrôle a priori et qui peut-être assurait un verrou peut-être plus facile à mettre en place. Les directives anticipées terminales, c'est la question. Alors, pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu que les directives anticipées, telles que dans la loi Clay-Leonetti, au moins dans la loi, n'étaient pas prises en compte. Et que ça nous semblait important, dans certains cas, dans un souci d'égalité, d'équité, un peu comme dans le handicap, on prévoit une compensation, on souhaitait qu'il y ait éventuellement une compensation pour la personne qui n'avait plus la capacité de s'exprimer, mais qui avait fait des directives anticipées terminales. Donc on a, en se basant sur le mandat de protection future, on a mis en place une procédure et ensuite, parce on s'est dit que peut-être il fallait voir si ça pouvait être assez rapide quand il y avait la demande, on s'est aperçu qu'on pouvait faire une procédure telle que ça pouvait prendre, en 24 heures, on pouvait avoir accès à un registre des directives anticipées et savoir quelles elles étaient. Ça pouvait être aussi bien un oui qu'un non à une procédure d'aide à mourir. Est-ce que j'ai répondu ?
Pas tout à fait. Il y avait peut-être l'article 17 également, puisqu'il fait appel au Conseil de l'ordre, alors qu'en fait, il faudrait plutôt faire appel au procureur de la République en cas d'infraction pénale. Ça, c'était... Et ça, c'est un point important aussi sur l'article 17. Merci. On va passer aux questions des parlementaires, si vous voulez bien. Monsieur Dussigny. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs. Monsieur Dréchard, vous avez dit tout à l'heure que c'était pour vous une question d'émancipation laïque. On sent qu'il y a derrière une volonté de combat religieux. Et pourtant, à ce que l'on peut constater aujourd'hui, les personnes les plus inquiètes à l'application de cette loi, ce ne sont pas forcément les religieux, mais plus les médecins et les soignants. Donc au niveau de la clause de conscience, quel est votre point de vue dans le cas où un médecin ou un soignant refuse d'appliquer la dose létale, refuse de donner la mort? Et quelle personne verriez-vous dans ce cas pour faire appliquer cette euthanasie? Je vous remercie. Monsieur Benz. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame Martine Bessas, parce que j'ai apprécié votre propos sur un volet en particulier, évidemment le volet sur la nécessité de restaurer une sémantique de vérité dans ce texte. Je partage avec vous cela totalement et je pense que c'est très important. Ça a été rappelé depuis maintenant 4 jours, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur général, par les soignants, les cultes, les associations, à peu près toutes les organisations qui disent aux promoteurs de cette loi que vous soyez pour ou que vous soyez contre, quelle que soit votre conscience personnelle, votre conviction personnelle, il est absolument nécessaire que nous ayons un débat en vérité et donc un débat sémantique précis qui dise les termes, qui dise que l'aide à mourir, effectivement, c'est l'euthanasie et le suicide assisté, pour que les choses soient nettes. J'aurais aimé, Madame, que vous puissiez développer encore cet argumentaire et nous expliquer pourquoi est-ce que c'est absolument indispensable pour vous comme pour nous. Merci beaucoup. Madame Boucher. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, merci pour vos interventions et éclairages complets dans lesquels je me retrouve en grande partie. Ma première question s'adresse particulièrement à Madame Bessas. Vous avez abordé la possibilité d'un comité éthique. Je vous rejoins sur la perspective, mais j'aimerais que vous prolongiez ses contours et ses attributions, ainsi que la place qu'elle occuperait dans la décision finale. Aussi, sur l'échelle, vous abordiez un comité local. Pourquoi cette échelle ? Il ne faudrait pas qu'il y ait une disparité territoriale selon les dispositions morales des personnes qui composent les comités locaux. A priori, ma préférence irait à un comité national. Qu'en pensez-vous ? Et seconde question, dans le prolongement de la première, il y a l'application de la loi de façon éclairée. Le comité d'éthique peut répondre à la multitude des situations. Néanmoins, il y a aussi le contrôle de la loi qui, elle, doit se faire sur des bases éclairées. Un observatoire en charge de la production d'un rapport annuel serait une option envisageable. Est-ce un sujet qui a été abordé dans le cadre de vos travaux et réflexions ? Madame Simonet, pour 30 secondes. Écoutez, d'abord, je vous remercie, Madame la Présidente. Je vous remercie toutes et tous. Oui, je pense vraiment que c'est une grande loi de laïcité parce qu'en fait, c'est l'absence de la reconnaissance du droit d'exercer cette ultime liberté qui est une insulte à la laïcité, puisque finalement, cette absence de reconnaissance n'est là que pour des raisons religieuses. Et donc, je pense que c'est important de pouvoir enfin franchir ce cap historique. Certains d'entre vous, excusez-moi, je ne vois pas bien de loin les noms et je n'ai plus voilà, sous mes yeux vos noms, donc veuillez m'en excuser. On dit que s'il n'y a pas de verrou, il n'y a pas de loi. Encore faut-il qu'il y ait les bons verrous aux lois. Est-ce que vous ne considérez pas que limiter l'exercice de cette ultime liberté au pronostic vital engagé court et moyen terme, sans prendre en compte des situations de maladies incurables, finalement peut être un mauvais verrou? Et je suis très attentive, moi, à la réflexion sur la question des mineurs et la réflexion sur la question des aidants. Je n'ai pas de questions plus précises, puisque vous êtes plusieurs à être intervenus dessus, mais voilà, sur la question des mineurs, on a la majorité sexuelle à 15 ans, on a en même temps la question de l'autorité parentale. Je pense qu'on aurait besoin d'autres auditions pour
creuser cette question. Et sur la question des aidants, on a eu des interventions très intéressantes de la part des associations des aidants qui prennent en compte vraiment toutes les situations dans lesquelles on peut mettre en difficulté les aidants et qui justifiaient que ce soit plutôt un soignant. Monsieur Pilato. Merci Madame la Présidente, merci à toutes et tous pour vos présentations. Il y a une expression qui depuis hier me taquine un petit peu, c'est pas de verrou, pas de loi, j'invite à la prudence parce que la loi de 1905 justement c'est avant tout un cadre juridique qui garantit la liberté de conscience. Et dans ce cadre-là, qui est la liberté de conscience, je ne vais pas poser la question au Grand Orient de France parce qu'ils ont été clairs, ils estiment que c'est une loi de laïcité. Donc, est-ce que la possibilité de maîtriser son corps jusqu'à l'ultime seconde, est-ce que c'est pas, après tout, comme le dit votre confrère, une liberté de conscience et cette loi ne s'inscrit-elle pas dans le processus de se libérer des dogmes? C'est une question qui est posée donc aux 3 autres loges. Monsieur Hetzel. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, tout d'abord, une petite remarque. Je note l'absence, qu'on évoquait, la taille des obédiences. La troisième obédience, apparemment, avec 33 000 membres, et la Grande Loge nationale française. Et donc, je m'interrogeais de leur absence. D'autant plus qu'ils ont un point de vue, semble-t-il, assez différent par rapport à ce qui a pu être exposé. Ceci étant, les points que je souhaitais aborder et qui concernent l'ensemble des obédiences présentes, vous défendez tous un élément fort de notre devise nationale, la fraternité. Considérez-vous qu'en fraternité, donner la mort puisse être un soin? Alors, madame, vous y aviez répondu, mais qu'en est-il pour les 3 autres obédiences? Et puis ensuite, ce projet de loi va légaliser à la fois le suicide assisté et l'euthanasie. Que proposez-vous pour éviter, d'une part, les abus de faiblesse et d'autre part, pour garantir les droits des personnes qui sont les plus vulnérables et qu'il faut généralement protéger pour éviter que, eh bien, elles ne se retrouvent en difficulté quelque part contre leur volonté, justement. Je vous remercie. Merci, Monsieur Vigier. Merci, Madame la Présidente. Merci aux représentants des 4 obédiences qui sont là, de leur éclairage pour cette loi dont le caractère laïque, humaniste et républicain a été souligné. Sur la notion de collégialité, c'était évoqué par certains d'entre vous. Quelle serait la bonne rédaction pour qu'elle soit la plus représentative? Sur la notion de délai de 48 heures minimum qui est donné à la personne concernée, ça figure ainsi dans la loi. Est-ce que pour vous, c'est un délai trop court? Est-ce que c'est un délai à changer? Et quelles sont les limites à poser? Sur la notion de soins d'accompagnement et des maisons d'accompagnement, étant donné que c'est une loi sociétale et la donnée naturellement avec une application humaniste dedans, quel est votre rôle et comment le voyez-vous? Et enfin, c'est pour vous, Monsieur Zeni, vous avez parlé tout à l'heure du fameux article 122 sur la dépénalisation. Mais alors, par homothétie, j'imagine que pour les médecins réanimateurs, qui à un moment doit débrancher parce qu'il y a une mort cérébrale, on sait qu'il n'y a aucun espoir, est-ce qu'il faut qu'ils rentrent dans ce cadre que vous évoquez? Parce que sinon, je ne comprendrai pas pourquoi on dépénaliserait pour certains et pas pour d'autres. Madame Rousseau. Merci Madame la Présidente, merci pour vos présentations. Pour moi, il y a 2 questions à l'issue de vos présentations. La première, c'est la question des pathologies psychiatriques. Vous en avez parlé, Madame Bessas, puisque en effet, aujourd'hui, dans la loi, elles sont exclues de ce droit. Et en effet, toutes les pathologies psychiatriques ne disent pas, n'impliquent pas un manque de discernement. Toutefois, ça nécessite quand même qu'il y ait une vigilance particulière, puisqu'il y a cette pathologie sous-jacente. Et l'autre borne, c'est la question des mineurs, où en effet, que la situation puisse être extrêmement critique pour les mineurs, il n'y a pas de doute là-dessus, que ce soit des cas très isolés, il n'y a pas de doute là-dessus non plus. Mais est-ce qu'il faut aller vers une ouverture du droit aux mineurs ou est-ce qu'il faut aller vers une procédure d'exception qui nous permettrait d'englober les 2 cas, c'est-à-dire des personnes qui ont des pathologies psychiatriques et des mineurs qui pourraient passer dans une procédure d'exception et dont le discernement serait évalué en
en tant que tel, hors les cas qui sont prévus actuellement? Ça, c'est ma première série de questions. Ma deuxième question porte sur la clause de revoyure que vous avez évoquée, Monsieur Hanoun, puisqu'en fait, une des craintes qui nous est renvoyée depuis le début de ces auditions de manière massive par les opposants à cette loi sont le fait que les verrous ne tiennent pas, et vous l'avez vous-même évoqué. Et en fait, cette clause de revoyure, j'entends que vous la dites comme ça permettrait de corriger des effets pervers de la loi qu'on n'aurait pas imaginé au début, ou de mieux encadrer cette loi, mais elle pourrait aussi être une source d'inquiétude pour les opposants à la loi supplémentaire, qui serait que justement cette clause de revoyure permettrait d'en élargir le cadre. Donc en fait, moi je voudrais juste vous alerter sur le caractère potentiellement ambigu de cette clause de revoyure, et qu'on préfère peut-être le processus d'évaluation par la loi, qui est aussi par les parlementaires, qui est aussi une mission du Parlement. Merci. 5 minutes à chaque obédience pour répondre aux questions qui ont été posées et qui vous ont été posées afin de terminer à l'heure, pour que les rapporteurs puissent après traverser la rue, aller au palais, pour aller dans les salles pour faire leurs auditions rapporteurs. Alors, on va commencer par vous, mesdames, la grande loge. Alors, monsieur le député, vous avez parlé de liberté de conscience. Effectivement, il faut que ça soit une loi de liberté de conscience. Les clauses de conscience sont importantes, mais à condition que ce qui est marqué dans le suite de la loi soit aussi appliqué. Si un médecin ne veut pas, et c'est tout à fait légitime, il faut aussi qu'il puisse orienter le malade vers un autre praticien. Et on voit que cette clause de conscience, de temps en temps, n'est pas appliquée dans ce sens. Je commençais par répondre à se libérer des dogmes et quelles sont les limites à l'intolérable. Il y a des verrous, mais personnellement, je trouve qu'il y a aussi des verrous dans cette loi qui sont pas vraiment dits, mais qui existent, puisque on donne d'un côté cette autorisation d'aide à mourir, mais qu'on dit il faut un discernement, il faut l'évaluation du caractère intolérable des souffrances physiques ou psychologiques. Et qui va interpréter, qui va décider que cette souffrance est intolérable? Pour moi, c'est un verrou qu'on est en train de mettre. Et c'est un verrou qui empêchera la loi de fonctionner. Parce que qui va décider que cette souffrance, physique ou psychique, est intolérable? Si en plus, on imagine que le patient devient inconscient, il n'a plus aucun moyen de décider. Donc, je crois qu'à ce niveau-là, on nous demande d'évaluer, de faire évaluer aux gens de 1 à 10, mais de 1 à 10 par qui? Pourquoi? Dans quel cadre? Et si la personne, pour elle, c'est vraiment intolérable, en quoi, moi, je vais pouvoir dire, mais non, mais moi, j'aurais supporté ça. On voit bien que la douleur n'est pas la même pour tout le monde, tout le temps. Donc, cette notion de définition du caractère, l'évaluation du caractère intolérable, qui va être décidée par les soignants, me semble à redéfinir. Car pour moi, c'est un verrou, mais c'est un verrou négatif qui empêchera la loi de fonctionner effectivement. La personne est responsable de ce qu'elle peut ressentir. Et si elle n'est plus dans le discernement, j'en reviens aux directives anticipées. Donc, les verrous, oui, mais attention à comment on les utilise. Je vais prendre le deuxième cas sur justement les personnes exclues, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure. Il y a les mineurs, certes. Il y a les maladies dégénératives, progressives. Et puis, il y a aussi les polypathologies et la vieillesse. Et si vous regardez la façon dont aujourd'hui Véronique Fournier nous parle de la vieillesse, c'est qu'elle c'est une aimante. Elle essaye de faire en sorte que les personnes âgées puissent bien vivre. Mais il y a combien de personnes âgées qui sont désespérées et qui, si on regarde le taux de suicide, il est plus élevé chez les personnes âgées. Donc là, c'est une question qui n'est pas du tout soulevée, mais la dégradation qui n'est pas liée à une pathologie réelle, cette dégradation qui fait qu'on ne se supporte plus et qu'on ne supporte plus, c'est une souffrance intolérable, telle qu'elle est dit,
souffrance intolérable psychique. Donc si on applique la loi telle qu'elle est, souffrance intolérable psychique, eh bien, les personnes âgées qui ne se supportent plus et qui vont aller se suicider devraient être prises en compte dans cette loi. Or, elles sont typiquement exclues. Donc il y a des flous, sous une approche qui est une approche d'ouverture réelle, mais ces flous, il faut effectivement, alors j'ai envie de dire, non pas mettre des verrous, mais des verrous pour définir l'ouverture de la loi. Parce que là, telle qu'elle est écrite, eh bien, on ne sait pas trop jusqu'où elle va et comment elle va être prise en compte. C'était pour répondre aux verrous. Le droit donc des personnes, les mineurs, j'ai répondu. Le discernement, il y avait une autre question sur, je ne sais plus, oui, prévoir, pour l'application de la loi, vous avez parlé de création de commissions. Et nous, on s'était posé la question, une fois que la loi sera écrite, qu'elle puisse être validée et vue avec une commission de juristes qui va pouvoir essayer de pointer comment elle va être appliquée au quotidien et comment... effectivement, la façon dont elle va être rédigée ne permettra de l'ouvrir ou de la fermer dans les sens que la loi voudra décider. Donc, on pensait des membres d'une création d'une commission nationale pour vérifier la conformité des décrets d'application et que sur les décrets d'application pourrait être utile sur les décrets d'application à être... Bon, on s'avance peut-être à voir, mais voilà. Merci. Je crois que vous avez passé vos 5 minutes. Monsieur Hanoun. Voilà, ça y est. Oui, rapidement, Madame Rousseau, vous avez évoqué par rapport à la clause de revoyure sur laquelle j'avais insisté. Il n'y avait pas d'esprit négatif dans l'esprit qui était celui que j'évoquais, puisqu'il y avait aussi le fait qu'il y a des pathologies qui aujourd'hui sont considérées comme incurables. Il y a des éléments de recherche qui avancent, et donc ce qu'on appelle aujourd'hui incurable, la définition qu'on peut en donner, les limites qu'on peut fixer, peuvent être revues au bout d'un certain temps, et c'était ça, surtout dans notre esprit, ce que voulait dire la notion de clause de revoyure. Et ce n'était pas simplement pour dire vous allez tuer tous les vieux parce que, etc., etc. Ce nonobstant, il ne s'agit pas qu'une loi sur la fin de vie devienne une loi sociale. Et donc, il y a les problèmes des personnes âgées en difficulté sociale et qui ont un certain nombre de préoccupations. Je ne crois pas et nous ne pensons pas que ce soit une loi sur la fin de vie et qui doivent être la manière d'aborder ou de traiter ce type de choses. Et c'est bien un des verrous non dits auquel il faut être attentif, parce que ça, c'est bien précisément un point central. Donc la clause de revoyure, mais on avait aussi évoqué qu'il puisse y avoir un bilan qui soit fait. Alors ça peut être cet observatoire, ça peut être autre chose, mais qu'il y ait un bilan qui soit fait sur aussi les évolutions, comment j'allais dire, scientifiques, que ça ne freine pas la recherche par rapport à l'évolution d'un certain nombre de pathologies à tous égards. C'était ça l'esprit. Sur la notion de clause de conscience ou de conscience, quand on faisait le service militaire dans ma génération, il y avait des objecteurs de conscience. Et on les occupait à faire autre chose que de porter des armes parce qu'ils ne voulaient pas en porter. Donc j'attire votre attention sur le fait que la clause de conscience peut avoir du sens tout en étant inscrite dans la République et dans tout ce que ça peut représenter. Et il est légitime que les soignants puissent évoquer cette clause de conscience sans pour autant être vilipendés ou montrés du doigt parce qu'ils ne seraient pas dans le champ ou dans l'arc républicain ici ou là. Non pas que je les défende, mais l'expérience de l'accoucheur que j'ai été pendant ma vie montre aussi que la clause de conscience que certains ont manifestée a pu avoir aussi du sens ou de l'intérêt parce que les choses aussi ont évolué. Et donc sur ce plan-là, je pense que
le fait de l'indiquer et d'en fixer la possibilité pour les différents soignants, et j'ai pas seulement dit les médecins, me paraît important. La collégialité dont le docteur Vigier a parlé tout à l'heure sur à quoi elle se résume ou à quoi elle peut se résumer. Alors, soit c'est le système utilisé pour les cancers et la cancérologie, le plan Chirac, je ne sais plus quel numéro, et qui prévoyait qu'il y avait une commission pluridisciplinaire et qui puisse examiner un certain nombre de choses. C'était une des hypothèses que nous avions évoquées et à laquelle nous avons proposé de réfléchir. L'autre hypothèse, c'est de considérer qu'il puisse y avoir 3 médecins, par exemple, mobilisés pour qu'il n'y ait pas un avis unique qui soit posé et de dépénaliser celui qui fera l'acte ou le geste, ce n'est pas forcément un médecin, mais le soignant qui sera dans ce domaine. Et la collégialité supposait peut-être d'être l'équivalent de ces commissions pluridisciplinaires qui sont celles utilisées par les lois par rapport au cancer. Se libérer des dogmes, c'est déjà respecter des points de vue différents, ce qui, je crois, être le cas dans ce qui est exprimé ici ou dans la diversité des éléments. Et pas, il y aurait les bons qui seraient favorables à tel ou tel aspect des choses, et puis les autres qui ne seraient pas bons parce qu'ils n'y seraient pas favorables. La notion de progrès, la notion d'évolution et la notion intime de ce que représente la vie pour les uns et les autres, que l'on soit croyant en Dieu, en grand architecte ou à quoi que ce soit, est différente pour chacun d'entre nous. Donc voilà. Donc la notion de se libérer des dogmes, c'est aussi de ne pas juger a priori l'autre comme étant, parce qu'il a un point de vue différent, comme pas favorable à ce que serait la bonne conscience, le bien ou la vertu du bien. Merci. Pour le droit humain. Ou alors, je vais prendre une partie des questions, en tout cas une partie des interrogations, et je vais revenir sur un point. Donc sur le fait de débrancher, d'abord là, il y a quand même une procédure, on ne débranche pas comme ça. Hein, donc effectivement, bon, c'est quand même très très encadré. Maintenant, effectivement, on peut envisager la dépénalisation. Là aussi, dans un cadre très restreint, puisqu'il s'agit d'une procédure encadrée. La deuxième chose, Daniel Simonet faisait appel au bon verrou aux lois. Je crois qu'effectivement, il s'agit plutôt de mettre les bons verrous plutôt que de mettre uniquement des verrous. Mais aussi, il faut préciser les choses. Et nous l'avons dit tout à l'heure, la proposition de modifier l'article 6 est pour nous important. Important parce qu'il faut distinguer les affections évolutives ou fixées. Et là, c'est effectivement 2 questions très différentes. La personne qui subit un lourd handicap non évolutif doit être aussi bien prise en compte que la personne qui va avoir une affection évolutive à plus ou moins long terme. Et ça, me semble-t-il, effectivement, je crois qu'il faut le préciser. La notion d'observatoire, oui, là, nous y sommes évidemment très, très favorables. Je pense que c'est la meilleure formule pour effectivement observer éventuellement les carences, les oublis ou les imperfections de la loi, et en tout cas ses résultats. Enfin, moi, j'aimerais revenir aussi sur les maisons d'accompagnement. Très belle solution. On a l'exemple des unités de soins palliatifs et de leur inégalité territoriale. Alors moi, j'aimerais quand même savoir qui va financer tout ça. Est-ce que c'est du ressort des collectivités territoriales ou pas? On connaît déjà les difficultés des départements à financer un certain nombre de choses. Et on aimerait effectivement qu'elle soit rattachée à un établissement sanitaire public et non pas à du privé lucratif. Et ça, c'est aussi une grande question que devrait préciser la loi. Parce que moi, je veux bien qu'on crée tout un tas de choses, mais en même temps, aujourd'hui, il y a une unité de soins palliatifs publics qui vient de fermer dans les Yvelines, c'est la dernière, publique. Il reste 2 unités de soins palliatifs privées. Voilà, donc c'est simplement un exemple, mais
avant de parler effectivement de maisons d'accompagnement, et là encore, je trouve que c'est vraiment une très belle innovation, il faut aussi parler des moyens financiers que l'on accorde à ces maisons d'accompagnement et effectivement, qui finance quoi. Et là, et à quoi sont attachées ces maisons d'accompagnement. Encore une fois, je dis, on n'est pas contre, hein. Au contraire, on y est très favorable, mais derrière, ça pose quand même un certain nombre de questions. Pour répondre à la vérité des termes à utiliser, se confronter aux mots, c'est une réelle difficulté. Préciser les mots, c'est une réelle difficulté. Et on se trouve là, même si on l'approche au maximum, on va se trouver un petit peu comme quand on est face à une personne et qui demande une aide à mourir. On va se trouver chaque fois devant un cas particulier. Et travailler sur le mot, ça nous apprend à affronter ça. Et ça évite de brandir des mots comme la dignité ou la laïcité, mais d'être au cas par cas. Et de pouvoir tenir sur un fil du rasoir qui est entre deux biens et deux mots, et il faut trouver la solution la meilleure, la plus humaine, la plus dans l'humanitude qu'il faut respecter. Et pour ça, au droit humain, même si nous ne sommes pas tous d'accord, nous sommes d'accord pour avancer dans cette loi et dans ce projet. Et nous sommes d'accord pour être vigilants à préciser et à aider à ce qu'il soit le plus juste possible pour un maximum. Je sais qu'a été évoquée l'idée de fraternité en donnant la mort. Je crois que ce qui me semble important, c'est que dans la relation, il peut y avoir des choses possibles. Ensuite, par rapport à la collégialité, je crois qu'elle est importante. Décider seul, c'est difficile. C'est important qu'il y ait la collégialité à un certain moment. Il a été posé une question sur les durées. Je crois que on s'est questionné pourquoi il y avait eu 2, 15 jours et 3 mois selon les endroits. On n'a pas compris, mais on s'est dit que c'était à revoir et que dans l'évaluation, s'il y avait une inadéquation, ça apparaîtrait. Mais que là, on n'allait pas faire remonter ça. Quant à la question sur le discernement, c'est compliqué, mais ce qui est important, c'est d'être à l'écoute de la volonté qui peut s'exprimer même dans l'endroit le plus démuni. Et que ça demande du temps, ça demande des moyens. Et je rejoins la question que posait notre grand maître du financement. Il faut avoir du temps. Oui, merci. Je passe la parole. Oui, monsieur, je suis désolée. J'en ai plus. À monsieur Tréchard pour les 5 dernières minutes. Oui, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les parlementaires. Alors, d'abord, ce que je voudrais dire, puisque c'est les dernières minutes, c'est que cette loi est une loi de progrès par rapport aux autres lois précédentes. C'est-à-dire que je crois que le fait de légiférer à nouveau ne doit pas se faire au détriment ou en piétinant ou en maltraitant ce qui a été fait dans le passé. Nous, les francs-maçons, on est attachés au travail itératif, au progrès, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, tailler la pierre, améliorer nos plans. Je crois que vous êtes amenés à améliorer les dispositifs, le dispositif, et amenés à légiférer pour donner un droit nouveau aux citoyennes et aux citoyens, celui de l'aide à mourir. Je comprends l'idée de vouloir nommer les choses. L'euthanasie, d'ailleurs, vous connaissez l'étymologie grecque, ça veut dire la mort douce. Alors, je crois que si on peut se mettre d'accord, et d'ailleurs, mort douce qui n'est pas forcément donnée par un tiers, qui peut être celle que je souhaite, par exemple, à ma grand-mère de 102 ans,
si elle devait s'endormir paisiblement pendant la nuit. Je reviens sur la liberté absolue de conscience. Monsieur le parlementaire, vous m'avez interrogé. Le Grand Orient de France est évidemment très attaché à la possibilité d'exercice de la clause de conscience par les professions médicales. Comme c'est d'ailleurs le cas, il y a une double clause de conscience en réalité, notamment lorsqu'on pense au dispositif de la loi Veil, c'est-à-dire qu'il y a une clause de conscience générale et il y a une clause de conscience renforcée qui a été renforcée en 1975 au moment de l'adoption de la loi Veil. Donc évidemment, de la même manière, nous, ces dispositions nous vont bien. Nous qui sommes attachés à la liberté absolue de conscience, eh bien, on la veut également pour le personnel médical. Deuxième sujet, vous avez évoqué la fraternité. Oui, moi j'assume le fait que de pouvoir aider nos citoyens à aider nos proches à partir pour leur éviter de la souffrance, c'est un acte de fraternité. C'est un acte de fraternité de la République. Et là encore, je crois que c'est un acte qui est d'ailleurs très attendu par nos concitoyens. Enfin, permettez-moi de vous parler, de revenir sur le sujet du discernement et de vous renvoyer à l'article que vous connaissez par cœur, évidemment, L11-1 du Code de la justice pénale des mineurs, qui dit en substance, enfin pas qu'en substance, que les mineurs de moins de 13 ans sont présumés ne pas être capables de discernement, les mineurs âgés d'au moins 13 ans sont présumés être capables de discernement. Et que lorsqu'ils sont capables de discernement, les mineurs, au sens de l'article 388 du Code civil, peuvent être pénalement responsables des crimes. Donc moi, je vous renvoie au corpus existant, évidemment, parce que ce qui serait valable d'un côté doit l'être de l'autre. Et donc je crois que l'évaluation du discernement doit pouvoir être effectuée par des professionnels de santé, évidemment, parce que nous sommes très attachés, nous, à ce que, évidemment, tout le corps médical soit respecté, parce que monsieur le parlementaire faisait référence aux inquiétudes du corps médical, elles sont réelles. C'est plutôt des inquiétudes que de l'opposition franche, parce que je crois qu'ils ont besoin d'être accompagnés, d'avoir plus de moyens, d'être mieux considérés dans notre société. C'est quelque chose d'essentiel. Et je crois que cette loi peut permettre justement, avec l'alliance entre ce nouveau droit d'aide à mourir et le renforcement des soins palliatifs, doit permettre de créer un écosystème qui soit favorable à la fois aux patients et aux médecins. Enfin, sur les verrous, je mets simplement en garde, j'entends ce que dit mon frère de la Grande Loge de France, mais je mets simplement en garde du trop de verrous, parce qu'il y a des pays où, à force de mettre trop de verrous, je pense à l'Espagne, ben finalement, la loi, elle arrive à ne produire rien, c'est-à-dire à ne pas servir les desseins qui ont été les buts du législateur. Donc, il faut que ça soit des verrous, mais des verrous justes. L'idée, c'est pas non plus de blinder la porte pour qu'ensuite elle ne soit pas ouverte, parce que, et là, je terminerai ainsi, je réaffirme que pour le Grand Orient de France, c'est une loi de laïcité, c'est une loi d'émancipation des hommes et des femmes de tout dogme. Et le dogme, ça a une signification. Ça a une signification qui, pour nous, évidemment, elle peut être politique, mais elle est surtout religieuse. Et les religions elles-mêmes affirment leur dogme et leur doctrine. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'ai dit. Merci. Merci, mesdames, messieurs, de votre participation, de vos propos liminaires et des réponses aux questions à la fois des rapporteurs et des collègues députés. Les auditions de la commission spéciale se terminent pour aujourd'hui. Nous allons maintenant, cet après-midi et demain matin, faire face aux auditions des rapporteurs, sur lesquels il y a un programme de fait. Donc, merci de vous joindre aux rapporteurs si vous le souhaitez. Et on se retrouve, nous, demain à 14h30 pour la reprise de la commission spéciale avec les auditions de la Convention citoyenne.